À 2 milliards d'impressions, cette vantardise ressemblait à un tour d'honneur. Ce n'en était pas un, c'était un aveu. Lorsque la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, est montée au podium à la mi-avril et a cité ce chiffre comme preuve que l'administration gagnait la guerre en ligne autour de l'opération Epic Fury, elle faisait quelque chose de très précis. Elle tentait de devancer un autre chiffre, un chiffre plus élevé, qui circulait déjà à voix basse sur les bureaux des analystes, dans les ministères des Affaires étrangères et dans les laboratoires de recherche en criminalistique numérique à Washington, Londres et Berlin. Au moment où Leavitt a prononcé le chiffre de 2 milliards, un consensus discret avait commencé à se former dans la communauté professionnelle qui étudie la guerre informationnelle pour gagner sa vie. Et ce consensus disait clairement que l'Iran était en train de gagner, pas la guerre cinétique. L'Iran a perdu la guerre cinétique. Son guide suprême a été tué dans les premières heures de l'opération Epic Fury, le 28 février. Son programme nucléaire a été substantiellement dégradé, son économie est soumise à un blocus naval. 3 millions de ses citoyens ont été déplacés à l'intérieur du pays. Selon n'importe quelle mesure conventionnelle des résultats militaires, l'Iran a été battu. Mais ce n'est pas la seule guerre qui se déroule. Il y a une autre guerre qui se joue dans l'économie de l'attention, dans les fils de défilement, dans les moteurs de recommandation algorithmiques qui décident de ce qu'un adolescent de l'Ohio, une grand-mère du Manitoba ou un étudiant universitaire de Séoul voit lorsqu'il ouvre son téléphone le matin. Cette guerre se mène avec l'intelligence artificielle, avec des logiciels d'animation bon marché, avec des rythmes de rap et avec les emblématiques figurines jaunes d'une marque danoise de jouets qui se sont inscrites dans le vocabulaire visuel de la moitié de la planète. Et dans cette guerre-là, le pays dont les ports sont soumis au blocus et dont le dirigeant est mort produit du contenu que des millions de personnes dans le monde ne peuvent pas s'empêcher de regarder, y compris, et c'est la partie qui devrait inquiéter tous les stratèges de la communication de la Maison-Blanche, des millions d'Américains au sein même de la coalition politique de Donald Trump. C'est pas une histoire de vidéos de jouets. C'est l'histoire de ce qui se produit lorsqu'une superpuissance dotée de la plus grande armée de l'histoire, du dispositif médiatique le plus sophistiqué jamais assemblé, et d'un président qui a bâti toute son identité politique sur sa maîtrise de l'économie de l'attention, perd le récit culturel de sa propre guerre face à un pays disposant d'une fraction de son budget et d'aucune de ses capacités institutionnelles. Apparemment, maîtriser l'économie de l'attention est plus facile quand la foule acclame que lorsque l'algorithme commence à répondre par des huées. C'est aussi une histoire sur ce que cette perte est en train de faire à la base politique qui a remis Donald Trump à la Maison-Blanche. Pendant que les vidéos Lego grimpaient vers les milliards de vues, quelque chose se fissurait à l'intérieur de MAGA, et cela porte un nom, Tucker Carlson. La mécanique compte, parce que la mécanique est l'échafaudage de tout ce qui suit. L'opération au centre de cette histoire s'appelle Explosive Media. C'est un petit groupe de production basé en Iran, spécialisé dans le contenu vidéo généré par intelligence artificielle. Ces productions ont commencé à apparaître à la fin février, quelques jours après les premières frappes de l'opération Epic Fury, puis elles se sont rapidement intensifiées en mars et au début d'avril. Le format est cohérent et reconnaissable. Des personnages rendus dans le style visuel de la marque de jouets Lego. Des bandes sonores rap avec des paroles qui semblent au moins en partie composées par intelligence artificielle. Des coupes entre des images de guerre et des références à la culture populaire, avec une qualité de production que les analystes décrivent comme trompeusement professionnelle. Le porte-parole du groupe, s'exprimant anonymement auprès de médias incluant la BBC et Al-Azhar, a reconnu que des médias d'État iraniens figurent parmi leurs clients. Autrement dit, le gouvernement iranien les paie. Mais le porte-parole prend soin de présenter cela comme une relation de clientèle plutôt que comme une structure de commandement. Le contenu, selon la propre présentation d'Explosive Media, est produit de manière indépendante puis acheté par des diffuseurs affiliés à l'État lorsque la qualité est assez forte. Que l'on accepte ou non cette présentation, l'effet pratique est le même. Les vidéos portent l'esthétique et la posture émotionnelle d'un contenu viral indépendant, tout en servant les intérêts de communication stratégique de l'État iranien. Une deuxième opération, plus clairement liée à l'État, est apparue parallèlement à Explosive Media. Elle s'appelle le Ravayate Fath Institute. Ces productions ont été redistribuées par le ministère iranien des Affaires étrangères et par divers médias gérés par le gouvernement. Le matériel du Ravayate Fath tend à être plus ouvertement propagandiste. Il porte des cadres explicites de mémoire, de vengeance et de représailles. L'une de ces vidéos les plus largement diffusées se présente comme un hommage au bombardement de l'école de Minab, le 28 février. L'incident au cours duquel une frappe de missile contre une école de filles adjacente à une base navale iranienne a tué environ 170 personnes, principalement des enfants, dans les premières heures de la guerre.
un troisième groupe utilisant le nom Persia Boy et un quatrième se présentant sous le nom Southern Punk ont produit du contenu semblable. La tendance a même franchi les frontières. Un média pakistanais appelé Nukia Media a commencé à produire des animations de style Lego, se moquant de Trump et amplifiant le cadre narratif iranien. L'esthétique s'est métastasée en format, et ce format voyage. C'est la partie inconfortable pour une Maison-Blanche qui traite chaque écran comme s'il appartenait à son propre rassemblement de campagne. L'une des signatures récurrentes des productions d'Explosive Media mérite une attention particulière parce qu'elle saisit le registre tonal de toute la campagne. Plusieurs vidéos se terminent par une ligne précise affichée à l'écran. La ligne dit, en texte blanc, cru sur fond noir, « Votre grave erreur de nous avoir attaqués sera jugée par l'histoire et ce ne sera pas en votre faveur. » Puis une deuxième ligne, traduite maladroitement mais volontairement, apparaît immédiatement en dessous, « No thanks you for your attention to this matter ». Cette dernière phrase est une parodie directe d'une formule de conclusion que Trump a utilisée à plusieurs reprises dans ses propres publications sur les réseaux sociaux. La moquerie est chirurgicale, elle prend le tic verbal du président lui-même et le lui renvoie dans un anglais brisé comme signature d'une vidéo de propagande célébrant des pertes militaires américaines. La personne qui a écrit cette ligne comprenait la voix de Trump sur les réseaux sociaux plus intimement que la plupart des consultants politiques américains, et elle l'a militarisé avec précision. Quand vos propres formules reviennent sous forme de sous-titres ennemis, c'est que la réunion de marque est clairement passée par une trappe. Le contenu précis de ces vidéos est extrêmement important pour comprendre pourquoi elles ont atteint les publics qu'elles ont atteints. La vidéo canonique d'Explosive Media s'ouvre sur ce qui ressemble à une recréation en Lego du bureau ovale. Une figurine jaune manifestement modelée sur Donald Trump est assise face à une figurine jaune de Benjamin Netanyahou. Entre eux, dans certaines versions, se trouve une troisième figure avec des cornes, destinée à évoquer une présence diabolique. Sur la table devant eux se trouve un dossier avec une étiquette. L'étiquette indique Epstein File, les personnages se penchent sur le dossier, le rythme rap démarre. La piste vocale, presque certainement générée par un modèle vocal d'intelligence artificielle, accuse Trump d'avoir lancé une guerre contre l'Iran pour détourner l'attention de la publication, continue de documents liés à l'enquête sur Jeffrey Epstein. Ce cadrage repose sur une théorie du complot, mais c'est une théorie du complot qui a une énorme pénétration précisément dans le segment de l'électorat américain que Trump ne peut pas se permettre de perdre. Sa propre base. Il est difficile de faire passer une théorie de diversion auprès d'un public déjà entraîné à soupçonner que chaque rideau cache une trappe. Une autre vidéo d'Explosive Media, largement partagée, adopte une approche différente. Elle s'ouvre sur un chef autochtone traversant un paysage au clair de lune. La vidéo enchaîne ensuite une série d'images historiques rendues en Lego. Des Noirs américains enchaînés, des civils vietnamiens fuyant le napalm, des détenus irakiens à Abu Ghraib, puis la caméra se déplace vers des soldats iraniens étiquetant des missiles. Pour les Noirs volés, peut-on lire sur une bannière. Pour les Vietnamiens assassinés, dit une autre, les missiles sont tirés, d'immenses statues Lego de Trump et Netanyahou s'effondrent en ruines. Le dernier plan affiche une seule phrase en lettres blanches majuscules. Une vengeance pour tous. Une troisième vidéo, l'une des plus largement partagées de la série, s'ouvre sur une version Lego de Trump en Teletubby. Il porte une combinaison aux couleurs du drapeau américain. Il est assis sur le plancher du bureau ovale, jouant avec des avions de chasse miniatures au-dessus d'une carte du Moyen-Orient. L'absurdité est délibérée. La vidéo mène à une séquence où des soldats américains en Lego marchent dans des rivières de sang, puis rentrent chez eux dans de minuscules cercueils drapés de drapeaux américains. Le registre émotionnel passe de la moquerie à l'horreur en l'espace de 60 secondes. Puis la piste rap reprend. L'image est volontairement enfantine, ce qui la rend particulièrement brutale face à un style politique qui confond souvent volume et commandement. Les vidéos contiennent de la désinformation. Elles contiennent des cadrages antisémites. Elles construisent des parallèles historiques simplifiés, chargés émotionnellement et conçus pour provoquer. Personne parmi ceux qui étudient sérieusement ce matériel ne conteste cela. Mais le contenu n'est pas la seule chose qui compte. La sophistication compte. Et cette sophistication est frappante. Ce qu'Explosive Media et les autres groupes liés à l'Iran ont fait, c'est calibrer leur production avec une précision que les analystes occidentaux ne croyaient pas possible au départ. L'esthétique Lego est intentionnelle. Elle est reconnaissable pour quiconque a déjà traversé une allée de jouets, ce qui veut dire pratiquement toute personne de moins de 50 ans sur la planète. Emma Brandt, une spécialiste britannique de la guerre informationnelle, a souligné qu'il y a à peine 5 ans,
produire quelque chose d'assez culturellement accrocheur pour résonner auprès des publics occidentaux aurait été extrêmement difficile pour une opération iranienne. Les outils d'intelligence artificielle apparus depuis ont fait s'effondrer cette barrière. Nancy Snow, une chercheuse américaine spécialiste de la propagande, a décrit ce que fait l'Iran avec une formule qui résume toute la stratégie. L'Iran, dit-elle, utilise la culture populaire contre le pays numéro 1 de la culture populaire dans le monde. Les États-Unis ont inventé l'économie mondiale de l'attention. Leurs exportations de divertissement ont façonné la manière dont le reste du monde consomme les médias. Et voilà maintenant qu'un adversaire a appris à parler cette langue avec assez de fluidité pour la retourner contre son inventeur. L'Empire a construit le micro, puis a eu l'air vexé quand quelqu'un d'autre a appris à rapper dedans. La section suivante est celle où l'histoire devient inconfortable pour la Maison-Blanche parce que, pendant qu'Explosive Media grimpait dans les classements d'engagement, la Maison-Blanche produisait sa propre propagande et le contraste entre les deux opérations révèle le problème stratégique. À partir du début mars, les comptes officiels de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux ont commencé à publier ce qui allait être connu dans les cercles de critiques médiatiques sous le nom de slowpaganda. De courts montages vidéo agressivement coupés, qui mêlaient de vraies images de drones montrant des frappes aériennes américaines en Iran à des extraits de films hollywoodiens, de jeux vidéo et de séquences d'action. La première vague a immédiatement attiré l'attention. Une vidéo alternait de véritables images de missiles avec des séquences de jeux de Call of Duty. Une autre entrecoupait des images de détonation avec des strikes de bowling tirés de Wii Sport de Nintendo. Une troisième combinait des images de frappes aériennes avec des extraits de Top Gun Maverick, Gladiator, Braveheart, John Wick, Deadpool, Halo, Star Wars et Breaking Bad. Pour une administration obsédée par l'idée de paraître dure, elle a étonnamment adopté le langage visuel d'un adolescent qui teste un logiciel de montage gratuit à 2 heures du matin. La légende accompagnant l'une de ses publications disait, en lettres majuscules, « Justice the American Way ». La réaction a été rapide et transpartisane. Ben Stiller a publiquement exigé que la Maison-Blanche retire les images provenant de son film Tropic Thunder. La chanteuse Kesha a protesté contre l'utilisation de sa chanson Blow sous des images de frappes aériennes. Le cardinal Blaise Cupich, un haut responsable catholique américain proche du pape Léon XIV, a décrit l'une des vidéos de la Maison-Blanche comme horrifiante et écœurante. Christopher Purcell, qui a travaillé au bureau des communications de la Maison-Blanche sous Bush, pendant la période précédant la guerre en Irak en 2003, a offert une évaluation particulièrement accablante. Call of Duty, a-t-il dit, n'est pas la vraie vie. C'est un jeu et la guerre a des conséquences bien réelles, non seulement pour les militaires américains, mais aussi pour les civils iraniens. Les critiques n'ont pas ralenti la production, l'administration a redoublé d'efforts. Pete Hegseth, qui porte le titre de secrétaire à la guerre, est apparu dans un clip vidéo prononçant 2 lettres d'un sigle vulgaire avant une coupe vers un autobot de Transformers, livrant la réplique « Time to find out ». Le sigle compte 4 lettres. Il commence par les 2 premières que Hegseth a prononcées, et il est devenu un mantra du style de communication d'administration. Les publics habitués d'Internet depuis longtemps reconnaîtront exactement ce qu'il signifie. Rien ne dit grande stratégie comme confier la gravité morale à une formule de vestiaire et à un caméo de robot. Au moment où Caroline Leavitt est montée au podium à la mi-avril pour livrer le chiffre de 2 milliards d'impressions, au moins 13 militaires américains étaient morts dans la guerre contre l'Iran, près de 200 avaient été blessés et le haut appareil de communication du gouvernement des États-Unis traitait ces chiffres comme la base d'un tour d'honneur sur l'engagement dans les médias sociaux. Apparemment, dans la nouvelle arithmétique de la salle de presse, les pertes sont tragiques, mais les impressions ressemblent à une croissance trimestrielle. C'est cette asymétrie que telle est la stratégie informationnelle de la Maison-Blanche. Les vidéos de l'Iran racontaient des histoires d'horreur. Elles montraient les suites du bombardement de l'école de Minab, elles montraient des cercueils miniatures et de petites figures marchant dans le sang. Le registre était celui du deuil transformé en arme de moquerie. Et cette moquerie visait les êtres humains précis responsables de la violence sous-jacente. Trump, Netanyahou, Hegseth. Les vidéos de la Maison-Blanche, à l'inverse, racontaient des histoires de domination, imagerie héroïque, culture populaire, fantasmes de puissance, séquences de mise à mort à grands spectacles rendus comme célébration. Le registre était celui du triomphe, et le triomphe, au milieu d'une guerre qui a tué des milliers de civils, déplacé 3 millions de personnes et poussé les prix du pétrole au-dessus de 100 $ le baril, apparaît au public situé en dehors de la base trumpiste comme quelque chose entre l'obscène et le dérangé. L'un capte le deuil, l'autre vend le pouvoir.
L'un construit l'identification, l'autre construit l'aliénation. Et dans un marché mondial de l'attention, le deuil et l'identification voyagent plus loin que la domination et le spectacle. Une salle de guerre peut crier victoire autant qu'elle veut, mais le fil d'actualité a la cruelle habitude de demander qui saigne sous la bande-son. Ce n'est pas un jugement esthétique subjectif, c'est un schéma d'engagement mesurable. Et c'est le schéma que la communauté de recherche en criminalistique numérique documente discrètement depuis des semaines. Le professeur Gregory Dadis de l'université Texas A&M, lui-même officier de carrière de l'armée ayant servi plus de 2 décennies en uniforme, a saisi la dynamique sous-jacente dans un article pour Foreign Policy. L'article a été publié le lendemain du jour où Trump a publié ce qui est devenu l'un des messages trousse sociale les plus largement rapportés de la guerre. Le message que je ne citerai pas en entier dans cet enregistrement parce qu'il contenait des grossièretés explicites, exigeait en termes crus que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Il menaçait, selon les propres mots du président, que le peuple iranien vivrait autrement en enfer. Dadis a soutenu que la communication de guerre improvisée de Trump a brisé les normes du discours présidentiel d'une manière qui a établi ce qu'il a appelé une base de référence dangereuse et violente. Ce style, écrivait Dadis, s'adresse presque exclusivement à la base politique intérieure de Trump. Et voici l'idée cruciale. Le style de communication choisi par Trump, le style qui produit la slopaganda et les montages Call of Duty, ainsi que les publications sur les réseaux sociaux truffés de grossièretés que je viens de décrire, a créé l'environnement permissif dans lequel la contre-propagande iranienne pouvait prospérer. La porte n'avait pas besoin d'être défoncée, elle était déjà diffusée en direct de l'intérieur. Si le président des États-Unis avait maintenu la posture de guerre solennelle et retenu que chaque président américain depuis Roosevelt a au moins tenté d'adopter, les vidéos d'explosives médias auraient paru grotesques par comparaison. Au lieu de cela, elles ressemblent à l'autre versant de la même conversation, simplement avec de meilleures valeurs de production et surtout un meilleur contrôle émotionnel. Les Iraniens n'ont pas eu à inventer une ouverture. Trump a ouvert la porte. Et une fois de plus, celui qui se proclame maître de la pièce a confondu déverrouiller la porte avec contrôler qui allait entrer. La partie de l'histoire qui est en train de remodeler la politique intérieure américaine en temps réel commence par le fait que la guerre des mèmes n'est pas seulement observée à l'étranger, elle est observée à l'intérieur de MAGA. Et ce que MAGA voit est en train de la déchirer. Les premières fissures sont apparues pendant la période précédant les premières frappes, à la fin février. Tucker Carlson, le commentateur indépendant le plus influent de la coalition trumpiste, avec une audience estimée prudemment à 20 millions d'auditeurs, a commencé à mettre en garde contre une implication militaire américaine. Carlson a soutenu, à juste titre, qu'une campagne de bombardement contre l'Iran déclencherait une guerre prolongée et que les propres projections du Pentagone plaçaient le coût probable à des milliards de dollars et à des milliers de morts américains dans la région. Marjorie Taylor Greene, la représentante de Géorgie, a repris cet avertissement. Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, et l'un des organisateurs les plus importants de l'aile jeunesse de MAGA, a écrit publiquement qu'aucun enjeu ne divise actuellement autant la droite que la politique étrangère. Il a dit être, selon ses mots, très inquiet qu'une fracture massive au sein de MAGA puisse perturber l'élan de l'administration. C'était avant la guerre. Pour un mouvement construit autour d'une loyauté parfaite, il a été remarquable de voir à quelle vitesse la clause de loyauté a commencé à développer des notes de bas de page. Au moment où les frappes ont commencé, le 28 février, les fissures se sont élargies en ligne de faille. Les noms ont commencé à s'accumuler. Alex Jones, le fondateur d'Infowar, dont l'audience recoupe substantiellement l'aile la plus complotiste de la base trumpiste, a rejoint Carlson dans l'opposition. Joe Rogan, dont le balado est sans doute le lieu d'entrevue longue durée le plus important du pays, et dont l'appui à Trump en 2024 a été largement crédité pour avoir attiré de jeunes électeurs masculins dans la coalition, a commencé à diffuser des commentaires sceptiques. Tim Dillon, un humoriste avec un public d'1 million de personnes bâti en grande partie sur une irrévérence anti-establishment, a suivi Nick Fuentes, dont l'audience se situe plus à droite que celle de toute personne avec laquelle Trump s'associe publiquement, a amplifié l'opposition. Ce n'était pas une coalition gauche-droite traditionnelle, c'était un fer à cheval. Les commentateurs qui avaient passé une décennie à attaquer la guerre en Irak se trouvaient maintenant rejoints par les commentateurs qui avaient passé une décennie à célébrer le nationalisme de Trump. Les deux extrémités du fer à cheval pointaient vers la même cible, la guerre. La critique de Carlson contre la communication de guerre de Trump s'est durcie jusqu'à ressembler davantage à une opposition ouverte. Il a qualifié de crime de guerre les menaces de Trump de détruire les infrastructures civiles iraniennes.
Il a décrit l'un des messages dominicaux de Trump sur les réseaux sociaux comme, je cite, « ignoble à tous les niveaux ». Il a conseillé aux responsables militaires et civils américains de dire non au président s'il recevait l'ordre de mener des attaques massives contre des civils iraniens. Megyn Kelly, une autre ancienne animatrice de Fox avec une audience indépendante substantielle, a dit dans son émission sur SiriusXM qu'elle en avait assez de la posture de l'administration en utilisant un langage que je ne peux pas répéter en entier dans cet enregistrement. Candace Owens, une commentatrice de droite très présente auprès des publics chrétiens conservateurs, est allée encore plus loin. Elle a appelé à ce que Trump soit destitué de ses fonctions au moyen du 25 amendement. La marque anti-establishment avait atteint cette phase gênante où ses propres clients commencent à lire les petits caractères. Trump a répondu le 10 avril. Il a publié une longue diatribe sur les réseaux sociaux d'environ 480 mots attaquant Carlson, Kelly et Owens. Il les a qualifiés tour à tour de gens stupides, de fauteurs de troubles et de perdants. Il a insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas MAGA, il a affirmé qu'ils essayaient simplement, selon ses mots, de s'accrocher à MAGA pour obtenir de la publicité gratuite. La réponse d'Owens a été caractéristique. Sur X, elle a publié « Il est peu être temps de placer grand-papa dans un foyer ». Quand la théorie de gouvernance consiste à insulter d'abord et expliquer plus tard, même les alliés finissent par compter les bleus. À la mi-avril, la rupture était complète. Trump avait publiquement expulsé Carlson du mouvement. Et Carlson, en réponse, a fait quelque chose qui, rétrospectivement, pourrait se révéler plus conséquent que n'importe laquelle de ses critiques politiques. Il s'est excusé auprès de son propre public d'avoir déjà soutenu Trump. Nous serons, a-t-il dit à ses auditeurs, tourmentés par cela pendant longtemps. Cette excuse n'est pas un geste politique ordinaire, c'est un repositionnement stratégique parce que Carlson n'est pas un opérateur politique, c'est un opérateur médiatique. Et les opérateurs médiatiques comprennent que leur valeur de marque à long terme est liée au fait d'être du bon côté de l'histoire sur les enjeux qui définissent une époque. Si la guerre contre l'Iran se termine mal pour les États-Unis, si le blocus échoue, si le bilan des pertes augmente, si le prix du pétrole demeure là où il est, Carlson pourra dire qu'il s'y est opposé dès le début. Il s'est excusé d'avoir soutenu l'homme qui a mené le pays jusque-là. Il a averti son public. Il a eu raison. C'est le genre de reçu que 1000 publications sur Truth Social ne peuvent pas déchiqueter. Ce positionnement ne peut être défait par aucune insulte de Trump parce qu'il ne vise pas Trump. Il vise l'audience de 20 millions de personnes qui suivront encore Tucker Carlson dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Une audience qui écoutera encore lorsque Donald Trump ne sera plus le chef présumé de la droite américaine. Les sondages montrent déjà la forme des dégâts. Un sondage de CNN mené dans la semaine précédente les excuses de Carlson a révélé que 25% des propres électeurs de Trump, en 2024, désapprouvaient sa gestion des affaires étrangères. 28% désapprouvaient sa gestion de l'Iran et 45%, près de la moitié de la coalition qu'il a élue, désapprouvaient sa gestion des conséquences économiques, en particulier les prix de l'essence qui ont augmenté directement à cause du blocus naval. La pompe à essence ne se soucie pas du nombre de points d'exclamation dans le communiqué de presse. Ce ne sont pas des chiffres abstraits. Ils se traduisent en dynamique de mi-mandat. Chaque électeur qui reste chez lui en novembre 2026 parce qu'il est démoralisé par la guerre. Chaque électeur qui passe de l'approbation à la désapprobation, chaque électeur qui transfère sa loyauté de Trump à Carlson ou à celui qui héritera de l'audience de Carlson, devient un problème mathématique pour la carte républicaine au Congrès. Et le problème se multiplie parce que les mêmes électeurs mal à l'aise avec la guerre sont probablement ceux qui seront le plus irrités par les prix de l'essence, les primes d'assurance et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. La guerre n'est pas seulement un événement politique, c'est un événement économique. Et cet événement économique arrive avec une force particulière dans les banlieues et les exurbias à tendance républicaine. Buckley Carlson, le fils de Tucker, a récemment quitté un poste au bureau du vice-président J.D. Vance. La famille Carlson, autrement dit, ne rompt pas seulement avec Trump sur le plan rhétorique. Elle rompt avec l'administration sur le plan opérationnel. Cela compte plus qu'il n'y paraît au départ. Cela signale que la rupture est considérée comme permanente au sein du foyer Carlson. Cela signale que le calcul a déjà été fait. Quand les gens cessent de quitter les déclarations et commencent à quitter les bureaux, la fracture est passée du drame télévisé à la réalité salariale. Cela compte aussi particulièrement depuis le Canada, parce que la dynamique intérieure américaine que je viens de décrire ne reste pas à l'intérieur des frontières américaines, elle rayonne vers l'extérieur.
Et le pays qui absorbe ce rayonnement le plus directement est celui qui partage avec les États-Unis la plus longue frontière terrestre non défendue. Le Canada observe cette guerre des mêmes et cette fracture de MAGA avec un intérêt précis et professionnel. Le gouvernement du Premier ministre Mark Carney a passé toute la durée de l'opération Epic Fury à tenter de gérer une relation bilatérale avec une administration américaine dont le style de communication est, comme nous l'avons établi, historiquement sans précédent dans sa volatilité. L'approche de Carney, le langage de tous les partis, le refus de nommer Trump dans les condamnations, la neutralité prudente sur le blocus, a suscité des critiques au Canada. Mais cette approche commence à paraître différente lorsque l'alternative consiste à arrimer la politique canadienne à une coalition américaine qui se fragmente visiblement en temps réel. Si la base de Trump se fissure, si Carson est un précurseur plutôt qu'une exception, si la carte des élections de mi-mandat est sur le point de se remodeler autour d'un électorat lassé de la guerre, alors l'administration avec laquelle le Canada négocie aujourd'hui ne sera être pas la même que celle avec laquelle le Canada devra composer dans 18 mois. Les personnes qui gèrent la relation peuvent changer, les points de levier peuvent changer, la posture stratégique sous-jacente peut changer. Dans cette lumière, la retenue calculée de Carney ressemble moins à une capitulation qu'à de la patience. Il attend que l'image se clarifie avant d'engager le Canada dans une posture qu'il ne pourrait pas facilement renverser. Dans une tempête créée par le mégaphone de quelqu'un d'autre, le silence peut parfois être moins une faiblesse qu'une assurance. Il y a aussi une leçon canadienne plus dure enfouie dans cette guerre des mêmes. Le gouvernement du Canada, quelle que soit sa couleur politique, n'a pas investi de manière significative dans une capacité de guerre informationnelle depuis des décennies. Son budget de diplomatie numérique représente une fraction de ce que maintiennent des gouvernements alliés de taille comparable. L'hypothèse a été que le Canada pouvait continuer à profiter gratuitement des écosystèmes informationnels américains et britanniques, que l'environnement informationnel mondial de langue anglaise servirait par défaut les intérêts canadiens. Cette hypothèse ne survit pas à ce que l'Iran vient de démontrer. Un pays sous blocus, avec son guide suprême mort et son économie en chute, a produit davantage et généré plus d'engagement que la Maison-Blanche dans un domaine que la Maison-Blanche croyait posséder. Si l'Iran peut faire cela, l'implication pour chaque puissance moyenne qui tente de naviguer dans un environnement informationnel mondial plus fragmenté est profonde. La Maison-Blanche pensait posséder la scène pour découvrir que le public était déjà parti dans la section des commentaires. Les puissances moyennes qui négligent cette capacité se retrouveront à crier dans des fils optimisés par des algorithmes réglés pour du contenu adverse. Les puissances moyennes qui y investissent peuvent façonner leur propre récit de manière qui n'était pas possible il y a même 5 ans. Le Canada n'est nulle part sur cette carte. C'est une lacune stratégique et c'est l'une des leçons plus discrètes mais plus importantes de l'opération Epic Fury pour les décideurs canadiens qui prêtent attention. Il y a aussi une dimension canadienne plus profonde qui mérite d'être nommée. Lorsque les vidéos d'explosives médias deviennent virales aux États-Unis, elles n'atteignent pas seulement les électeurs de Trump, elles atteignent aussi les utilisateurs canadiens des réseaux sociaux. Les mêmes moteurs de recommandation algorithmiques qui ont montré le clip Lego du dossier Epstein à un travailleur de la construction au Michigan le montrent aussi à une enseignante de Winnipeg et à un étudiant de Halifax. L'opinion publique canadienne sur la guerre est façonnée en temps réel par une architecture narrative conçue à Téhéran, produite avec du financement de l'État iranien et distribuée par des plateformes appartenant à des entreprises technologiques américaines. C'est un environnement stratégique auquel les institutions publiques canadiennes n'ont aucune réponse cohérente. Élections Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Affaires mondiales Canada n'ont collectivement aucune capacité opérationnelle comparable à ce qu'une seule maison de production basée en Iran, munie d'outils d'intelligence artificielle, peut accomplir en l'espace d'une fin de semaine. Cela compte pour Carney en particulier parce que sa coalition politique dépend d'un public canadien qui fait confiance au cadrage du gouvernement canadien dans la relation bilatérale avec les États-Unis. Si ce cadrage est miné par un environnement informationnel viral que le gouvernement canadien ne contrôle pas et auquel il ne participe pas de manière significative, le terrain politique sous les pieds de Carney est moins stable qu'il n'y paraît le soir d'une élection. Il vient d'obtenir un gouvernement majoritaire. Cette majorité s'est construite sur la perception qu'il pouvait gérer la relation avec Trump. Si la perception qu'ont les électeurs canadiens de cette relation est de plus en plus façonnée par des vidéos Lego produites à Téhéran, la durabilité du mandat devient fonction de variables qui se situent bien au-delà de la portée d'Ottawa. 3 scénarios sont maintenant visibles à l'horizon. Dans les dommages Saba, la coalition tient jusqu'aux élections de mi-mandat avec des bleus, mais sans effondrement structurel.
La victoire informationnelle de l'Iran devient une note de bas de page dans l'histoire de la guerre, relevée dans des revues universitaires et gardée en mémoire par